Les protéines constituent les êtres vivants. Elles sont dans les cellules de la plante, dans les virus et les bactéries, dans les êtres aquatiques et terrestres. Elles sont dans nos muscles, dans notre sang, nos cheveux, nos larmes, notre salive, notre cerveau, notre estomac. Elles sont aussi dans notre nourriture. Les protéines sont constituées de centaines, voire de milliers d'atomes. On retrouve toujours les mêmes atomes. Carbone, hydrogène, azote, phosphore, oxygène, soufre. Les motifs se ressemblent souvent, mais la diversité de l'ensemble est infinie. Les atomes des protéines sont d'abord assemblés sous forme d'acides aminés. Lorsque les acides aminés sont reliés entre eux, ils forment une chaîne protéique. Il existe une vingtaine d'acides aminés différents. Selon les propriétés chimiques et la structure d'un acide aminé ou de ses voisins, des interactions et des répulsions particulières se mettent en place. Sous l'effet de ces interactions et de ces répulsions, la chaîne protéique commence à adopter une forme. Elle se replie d'abord sur elle-même pour constituer des structures en forme d'hélice ou de feuillet, pour finalement aboutir à une structure qui dépend de l'enchaînement des acides aminés. Une fois la protéine repliée, certains acides aminés éloignés dans la chaîne se retrouvent proches dans l'espace et peuvent former à la surface de la protéine des régions dotées de propriétés bien particulières. Par exemple, une protéine peut reconnaître différentes molécules chimiques d'autres protéines. Les anticorps appartiennent à ce type de protéines. Certains d'entre eux sont capables de reconnaître la surface des virus et de s'y fixer. Les anticorps fixés au virus sont reconnus à leur tour par les globules blancs qui absorbent l'ensemble. Les protéines ne sont pas isolées. Elles n'existent que dans un système vivant au sein duquel elles sont mobiles et dynamiques. Elles se déplacent dans les cellules ou entre les cellules, peuvent être flexibles ou désordonnées, et leur conformation s'ajuste selon l'environnement. Et si les protéines sont là, c'est justement parce que ces propriétés, on parle aussi de fonctions, sont nécessaires au système vivant qui les a produites. Les cellules utilisent des protéines, fabriquent des protéines et sont en partie constituées de protéines. Chacune de ces protéines possède une qualité spécifique, comme celle de fixer des molécules chimiques, de se modifier lors de la rencontre d'une molécule, de faciliter la transformation d'une molécule en une autre, de servir d'éléments de construction pour les cellules, ou de protéger d'autres protéines. Grâce à toutes ces facultés, les protéines remplissent des fonctions essentielles pour les cellules. Pour respirer, nous avons besoin d'apporter l'oxygène des poumons à nos muscles et de ramener le gaz carbonique rejeté par les muscles aux poumons. Pour cela, les globules rouges de notre sang utilisent une protéine de transport, l'hémoglobine.
Le fer qu'elle contient est capable de fixer la molécule d'oxygène et donne sa couleur au globule rouge. La transmission d'informations dans la cellule ou entre les cellules de l'organisme est assurée par des molécules chimiques. Ces molécules peuvent être des protéines, dites de signalisation. Mais certaines d'entre elles ne peuvent pas pénétrer directement dans la cellule. Ce sont donc des récepteurs qui reçoivent les messages. Des protéines qui traversent la membrane cellulaire et dont la partie extérieure est dotée d'une affinité pour une protéine de signalisation particulière. La protéine de signalisation s'y fixe et induit une modification de l'assemblage de la protéine récepteur, ou bien de sa liaison à un composé chimique, ou encore de sa forme. La partie interne du récepteur s'en trouve modifiée et influence de cette façon le fonctionnement de la cellule qui réagit alors au signal envoyé. Les protéines de structuration permettent aux cellules d'adopter une architecture et de la conserver. Ces protéines peuvent s'assembler en filaments, comme la tubuline qui forme les microtubules, ces cylindres creux et très rigides dont est constitué le squelette des cellules et celui des cils motiles qui garnissent nos bronches. Ces cils se meuvent grâce à une protéine, la dynéine. L'énergie chimique que lui apporte l'ATP, le carburant moléculaire de nos cellules, induit un mouvement qui déforme le cil. La production de l'ATP peut être assurée par certaines protéines appelées enzymes, comme l'ATP synthase, qui sont capables de catalyse. C'est-à-dire que leur présence facilite des réactions chimiques et les accélère jusqu'à des millions de fois. Tous les êtres vivants tirent leur énergie de leur nourriture. Ils consomment en partie cette énergie en se déplaçant, par exemple, afin de se nourrir à nouveau. À chaque fois, les protéines sont en jeu, mais elles ne sont pas toutes présentes en même temps dans le corps. Chaque cellule est capable de produire une protéine quand elle en a besoin, et de la détruire quand elle n'en a plus besoin. Mais comment font-elles ? Toutes sortes de signaux informent la cellule qu'il faut produire une nouvelle protéine. Quel que soit le signal, la production d'une protéine commence dans le noyau de la cellule, là où se trouvent les chaînes d'ADN qui sont constituées d'enchaînements de nucléotides et enroulées en hélices. Ces chaînes contiennent tous les gènes. Chaque gène correspond à un fragment d'ADN et la succession de ces nucléotides constitue un code qui va permettre de produire une protéine particulière. L'ARN polymérase se charge de rendre ce code exploitable. Il ouvre et déchiffre la chaîne d'ADN afin de synthétiser une longue molécule, l'ARN messager. Les brins d'ARN messager servent à transporter l'information contenue dans le gène en dehors du noyau. L'ARN messager reçoit des transformations comme la suppression de certaines parties ou des modifications chimiques, et l'ajout d'extrémités qui le protège contre une dégradation par des enzymes. L'ARN messager sort alors du noyau. Ces extrémités permettront au ribosome de le reconnaître pour le déchiffrer. Les ribosomes sont d'énormes machineries moléculaires responsables de la synthèse des protéines. À mesure de la lecture de l'ARN messager par le ribosome, chaque succession de 3 nucléotides forme ce que l'on appelle un codon et permet la sélection d'un acide aminé qui vient s'ajouter à une chaîne. Cette chaîne en cours de synthèse est appelée chaîne polypeptidique. Certains acides aminés qui constituent la chaîne polypeptidique ont une grande affinité les uns pour les autres, ce qui replie la chaîne pour construire sa forme. Les molécules d'eau du cytoplasme contribuent aussi au repliement, en attirant ou repoussant d'autres parties de la chaîne. Certaines de ces chaînes ont besoin d'être protégées par des protéines que l'on appelle chaperones.
Elles assistent le processus de maturation des chaînes en protéines en garantissant les bonnes conformations. Enfin, il arrive que plusieurs chaînes polypeptidiques s'associent en un assemblage que l'on appelle complexe quaternaire. Les protéines sont destinées à réagir avec leur environnement. Certaines finissent par se lier à des molécules ou d'autres protéines pour transmettre une information. D'autres, comme les enzymes, ont la capacité de faciliter des réactions chimiques. Mais comment fonctionnent-elles ? Les enzymes sont des protéines qui sont capables d'accélérer des réactions chimiques. Chaque enzyme est active seulement sur un ou quelques composés chimiques très spécifiques, ces substrats. Seuls quelques atomes bien précis de l'enzyme et du substrat interagissent entre eux. Les atomes de l'enzyme peuvent modifier l'organisation des atomes du substrat, comme la rupture d'une liaison chimique, le déplacement d'un atome d'une zone vers une autre, ou encore l'ajout d'un nouvel atome grâce à l'intervention d'une molécule d'eau, par exemple. Si ces réactions chimiques transforment le substrat, elles peuvent aussi entraîner des changements dans la composition ou la forme de l'enzyme. Une étape de régénération de l'enzyme est alors nécessaire pour qu'elle redevienne fonctionnelle. Dans le cas de la production du carburant de la cellule qu'est l'ATP, plusieurs enzymes travaillent de concert. C'est l'enchaînement en cascade du travail d'une série d'enzymes qui va permettre la production de l'ATP. Comme leur nom l'indique, les protéines de transport sont capables de transporter des atomes ou des molécules. C'est le cas de l'hémoglobine des globules rouges du sang. Cette protéine possède 4 atomes de fer capables de fixer les atomes d'oxygène. Dans les poumons, l'hémoglobine charge l'oxygène de l'air et la transporte à travers nos vaisseaux sanguins. Elle libère cette molécule d'oxygène arrivée à destination, dans les muscles par exemple. L'hémoglobine capte alors une molécule de gaz carbonique, déchet du mécanisme de contraction du muscle, et la ramène vers les poumons où elle sera évacuée. Certaines protéines doivent s'associer à d'autres pour constituer de nouvelles surfaces, acquérir des propriétés chimiques différentes ou de nouvelles fonctions. Le mouvement des cils motiles qui tapissent nos bronches est le résultat d'une association entre un grand nombre de ponts de dynéine qui relient des microtubules de tubuline. Une réaction chimique entre l'ATP et la dynéine provoque un léger déplacement de la tête de ces ponts, ce qui entraîne la flexion des microtubules qui constituent les cils motiles. Pour comprendre comment fonctionne une protéine, il faut d'abord connaître sa forme et savoir comment sont organisés dans l'espace les atomes des acides aminés qui la composent, ce que l'on appelle sa structure tridimensionnelle. Pour distinguer les atomes de protéines séparés de quelques dixièmes de milliardièmes de mètre, il faut utiliser une lumière avec une longueur d'onde de quelques dixièmes de milliardièmes de mètre. Cette lumière, ce sont les rayons X. Un faisceau de rayons X dirigé vers une seule molécule diffuse dans toutes les directions. Mais lorsqu'un grand nombre de molécules identiques sont empilées de façon régulière pour former un cristal, la diffusion du faisceau est amplifiée et concentrée dans certaines directions qui dépendent de la façon dont les molécules sont empilées dans le cristal. On obtient alors ce que l'on appelle un spectre de diffraction composé de spots régulièrement espacés. À partir de l'analyse mathématique de ces spots, on produit une carte qui permet de construire la forme de la molécule en 3 dimensions. Cette méthode, appelée cristallographie, nécessite la cristallisation des protéines. Une autre méthode pour obtenir la forme d'une protéine utilise un faisceau d'électrons pour bombarder la molécule. Elle est appelée microscopie électronique. Les électrons sont absorbés par les atomes de la protéine de la même façon que pour une radiographie. Et l'on obtient ainsi une image qui est une projection en 2 dimensions de la molécule, comme si on écrasait en 2 dimensions sa forme tridimensionnelle. En enregistrant un grand nombre d'images à partir de molécules dans des orientations aléatoires,
on peut reconstruire une carte en 3 dimensions qui représente la position des atomes de la protéine dans l'espace. Enfin, dans le cas de protéines plus petites ou trop flexibles pour cristalliser, une méthode utilise la propriété des noyaux des atomes à tourner très rapidement sur eux-mêmes comme des toupies aimantées. On appelle cela le spin nucléaire. Lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique assez puissant, le spin des atomes d'une protéine s'aligne selon l'axe de ce champ. Grâce à une impulsion radio, il est possible de modifier l'alignement des spins qui, en réponse, résonnent alors plus ou moins en fonction des atomes alentours. En écoutant les signaux renvoyés par ces résonances, on peut reconnaître leur nature et évaluer la distance des atomes les uns par rapport aux autres. À partir de ces distances, on en déduit la forme de la protéine. Cette approche est la résonance magnétique nucléaire. Grâce à tous ces outils d'investigation, nous pouvons aujourd'hui observer, étudier et comprendre comment fonctionnent les protéines.